Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Charlotte, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne manque pas d'air puisqu'on parle du soufflé. Et oui, et je vous disais la semaine dernière, le soufflé, c'est une de mes madeleines de Proust. Parce que au repas de Pâques, en famille, le soufflé au fromage, il était servi en entrée chez mes grands-tantes. Et il fallait faire vite pour qu'il ne s'effondre pas. Et en même temps, il fallait attendre pour pas se brûler la langue. Et en fait, c'était pas facile. Et oui, surtout enfant, ça devait pas être simple. Effectivement, un beau souvenir ça. En tout cas. Magnifique, il arrivait tout chaud, tout gonflé, tout fumant, croustillant autour, fondant dedans. C'était juste magique comme plat, c'est spectaculaire un soufflé. Oui, c'est vrai que c'est spectaculaire. Donc ça explique pourquoi on en parle aujourd'hui. Mais oui, aussi. Mais oui, parce que c'est lié à Pâques finalement dans ta vie. Quoi, en tout cas chez moi, voilà. J'ai peut-être bientôt chez vous. Est-ce que ce soufflé est un plat historique? Alors, eh bien, il a pas l'aura que pourraient avoir d'autres plats dont on a pu déjà parler, mais il a déjà une certaine ancienneté. On en aurait des traces déjà au Moyen-Âge où on parle de gâteaux à la crème boursouflée, assaisonnés au fromage et quelquefois avec du sucre. Voilà. Antonin Carême, par exemple, si je dis pas de bêtises, si c'était bien lui, va expliquer que plus tard que il ajoute toujours un petit peu de sucre dans son... Quand je dis plus tard, c'est au 19e siècle, qu'il ajoute un petit peu de sucre pour temporiser l'âcreté du fromage. Quelques petites astuces comme ça qui nous sont données par l'histoire. Voilà, incroyable. Alors après c'est peut-être une histoire de goût, ils avaient peut-être pas les mêmes fromages que nous, moi j'ai jamais éprouvé le besoin. Oui voilà, est-ce que toi tu ajoutes du sucre dans tes recettes? Voilà, mais ils avaient peut-être pas le même lait pour faire la béchamel, c'était peut-être pas si doux. Voilà, effectivement. Bon. Ok. Quoi qu'il arrive, le soufflé s'est retrouvé en vogue à partir du 19e justement où il a intégré les ouvrages de référence de la gastronomie française, notamment ceux de Grimaud de la Reynière et Antonin Carême, etc. Et c'est là qu'il va prendre toute sa splendeur. Exactement. À partir du 19e. Voilà, c'est là qu'on va le retrouver sur les tables son âge d'or. Familiales, en tant que plat un petit peu festif, un petit peu chic, un petit peu... Voilà. On va pas parler des super pouvoirs du soufflé, je pense que les super pouvoirs nutritionnels, oui, alors non. Ce serait un peu compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent pour ce mets aujourd'hui. Tout à fait. Alors parlons plutôt de sa composition. Absolument. Alors déjà, quand on parle d'un soufflé au fromage, le soufflé au fromage, c'est une sauce béchamel qu'on va assaisonner, j'aime bien le terme moyenâgeux, avec du fromage râpé. Donc on va incorporer du fromage râpé à notre béchamel. On va incorporer des jaunes d'œufs et des blancs montés en neige. Et le fromage qui était choisi à l'origine, c'était soit du gruyère, soit du parmesan, parce qu'on a des origines italiennes aussi pour le soufflé au fromage. Aujourd'hui, on va trouver plein de variantes avec du comté, du roquefort, on en reparlera tout à l'heure. Effectivement, vu comme ça sonne pas très léger comme recette. Non. De la béchamel, du fromage, des jaunes d'œufs et bam. Mais oui. Et c'est voire un peu de sucre. Moi, c'est ce que je trouve... fantastique en cuisine, c'est que on va alléger les plats avec des choses qui donnent de la texture légère, mais on ne parle jamais de la digestion. Et en fait, on a beaucoup de cuisiniers qui s'intéressent à ce qui se passe dans la bouche et qui oublient derrière qu'il va y avoir une digestion. Effectivement, que ça ne s'arrête pas au palais. Et ça peut gâcher le bonheur qu'on peut avoir à déguster un plat. On en parlait pour tout ce qui est cuisine de... Genre, on a déjà dû l'évoquer pour ce qui est cuisine aphrodisiaque, pour la Saint-Valentin, etc. Quand tu stimules les papilles, que tu émoustilles les papilles et que tu penses pas à la digestion derrière, tu peux foirer ta Saint-Valentin, c'est clair. Ah bah, effectivement, il se serait fâcheux. Pour un soufflé sucré, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on met dedans? Mais oui, parce que nous avons le soufflé salé, nous avons le soufflé sucré aussi. Alors le soufflé sucré, soit... On part d'une base de sauce blanche, c'est-à-dire du lait additionné de fécule, on n'a pas la matière grasse de la béchamel cette fois, et additionné de jaune d'œuf, ou directement d'une crème pâtissière à laquelle on va incorporer des blancs montés en neige. Et à ce moment-là, on a plein de variantes au chocolat, au grand marnier, à la purée de marron, à la vanille, au citron. Antonin Carême faisait aussi, non pas sur une base de crème pâtissière ou de sauce blanche, mais sur une base directement de purée de fruits qu'il va additionner de blanc en neige et passer en cuisson après. Et donc c'est un gâteau finalement qu'on mange chaud? Oui, c'est important pour pas qu'il retombe. Mais évidemment, on en reparle juste après, on vous dit tout.
Il y a une troisième sorte de soufflet. Tout à fait, c'est le soufflet glacé. Et là, on se demande comment c'est possible de faire un soufflet glacé. On a dit juste avant qu'il fallait qu'il soit chaud. Tout à fait. Eh ben, on fait pas du tout pareil. En fait, ça s'appelle soufflet à cause de la texture légère, mais ça n'a plus rien à voir avec les structures ou les techniques des deux autres soufflets chauds. Antonin Carême l'invente en 1839. Il l'appelle le soufflet Rothschild. À cette époque, il travaille pour le baron de Rothschild. Antonin Carême, on en a déjà parlé dans notre chronique sur la Charlotte, en hommage à toi. Antonin Carême, il était surnommé, et de son vivant, c'est important, le chef des rois et le roi des chefs. Et on lui doit... Rien que ça. Et ouais, c'est dire le prestige et l'aura qu'il a pu avoir. On lui doit les bases, les fondements de la haute gastronomie française. Donc ce soufflet glacé ou soufflet Rothschild, il a été réinterprété ensuite au XXe siècle par Gaston Lenôtre, qui est un autre monument de la pâtisserie française, donc et qu'il a parfumé au Grand Marnier, c'est sa réinterprétation. Donc à la base du soufflet glacé, du soufflet Rothschild d'Antonin Carême, tu as une pâte à bombe. N'ayez pas peur. La pâte à bombe, c'est le nom qu'on donne en pâtisserie à des jaunes qu'on va monter au batteur avec un sirop de sucre chaud. Et ça donne une texture ultra mousseuse, en fait, un peu comme le sabayon, mais très crémeux, très onctueux. Donc très léger en texture. Oui. Qu'on va alléger ensuite encore plus avec de la crème fouettée. Et à laquelle on va incorporer des fruits confits marinés dans le Grand Marnier, et on va glacer cette préparation au congélateur. Et voilà le soufflet glacé. Il ne nous reste plus qu'à essayer. N'est-ce pas ? S'il te plaît, Anne, explique-nous. Comment on fait un soufflet qui ne soit pas dégonflé ? Parce que je n'en fais pas. Au risque qu'il se dégonfle comme ça au dernier moment, au moment de le servir. Mais t'es pas la seule. Il a vraiment la réputation d'être difficile à faire. Donc là, on parle du soufflet au fromage, du soufflet chaud, ou même du soufflet sucré d'ailleurs. Donc il a cette réputation. D'ailleurs, ça donne l'expression retomber comme un soufflet. Et oui. Parce que c'est tellement facile que ça retombe. L'expression retomber comme un soufflet, ça parle d'un enthousiasme ou d'un élan qui est vite monté, vite redescendu, et pour cause. Alors, je suis allée fouiller dans le traité de miamologie sur les fondamentaux de la pâtisserie, décrypté par le Pourquoi, qui a été rédigé par l'équipe de 180 degrés. Et il y a une page qui est consacrée au soufflet chaud, où le professeur Chaudron, qui est le personnage imaginaire qui distille ses apophthegmes dans le livre, qui nous dit « La difficulté en cuisine n'est pas de cuisiner, mais de cuisiner ce qu'on pense ». Et c'est tellement vrai. Et oui. C'est tellement vrai. Donc il nous raconte aussi l'équipe de 180 degrés, 10 fois tentée, 10 fois ratée. Sa réussite est une conquête de haute lutte, une lutte contre les éléments, un défi à la physique, mais quelle récompense. Là, comme ça nous engage pas trop à essayer de faire un soufflet, Anne. On est d'accord, mais derrière, ils expliquent comment on va faire pour pas avoir de problème. Très bien, on veut les astuces. Donc déjà, on beurre son moule généreusement, sinon ça accroche. Et si ça accroche, c'est raté. C'est raté. Donc on beurre généreusement. Pour un soufflet sucré, on peut sucrer aussi, parce que le sucre qui va adhérer à la matière grasse sur les parois, avec le beurre, en cuisant, ça va former un sirop qui va faire coulisser le soufflet. Très bien. Alors, sinon, il faut prévoir des ramequins individuels et il faut prétendre que vous avez fait le choix de laisser dedans pour faire joli. Ça marche très bien aussi. Première phase, ça va. On parle du moule. Jusque-là, tout va bien. Voilà, donc moule, beurré, éventuellement sucré. Sinon, ramequin et on gratte avec la cuillère pour la dégustation. Ramequin joli. Ensuite, il faut faire attention à incorporer progressivement les blancs en neige à la béchamel ou à la crème pâtissière. Progressivement, pourquoi ? Alors, au départ, on y va sans ménagement, puis ensuite avec délicatesse, dans un mouvement rotatif du bas vers le haut, pour préserver les petites bulles d'air. Dernière grosse astuce, le mélange qui concerne le mélange final et la cuisson, où là, l'équipe de 180 nous dit on serre les fesses. Quand on fait un grand soufflet familial, il faut remplir le moule à moitié. Et oui. Comme ça, le soufflet va bien monter et il ne va pas se casser la binette. Il a de la place. Il a de la place. Quand on fait des mini-soufflets en ramequin et dont on veut qu'ils dépassent pour avoir une sorte d'architecture un petit peu élégante, un truc bien droit, bien cylindrique qui est monté élégamment, là, par contre, nos ramequins individuels, on va les remplir à ras-bord et on arrase la surface. C'est-à-dire qu'on passe une spatule et on fait scratch comme ça pour que ce soit bien droit. Le but, et c'est ce que ça va permettre, c'est que le soufflet monte tout droit parce que s'il penche, il tombe et c'est plus beau. Donc faire une arase, ça va permettre... Araser. Araser, c'est pour pas qu'il penche ? Oui, c'est-à-dire que si à un moment donné tu l'as pas arasé, il peut y avoir un peu plus de masse d'un côté et quand il souffle, la gravité fait que ça va tomber. C'est vraiment technique. C'est hyper en termes de physique, là, c'est... Alors, ensuite,
Autre astuce comme ça pour nous assurer que tout va très bien se passer, on va enfourner plutôt vers le bas du four. On rappelle toujours en physique, la chaleur monte, le froid tombe. Et en plus, la chaleur produite par le haut du four pourrait former une croûte qui bloquerait l'élévation de notre structure. Donc, plutôt vers le bas du four. Et surtout, on ouvre le four sous aucun prétexte. Parce que là, à nouveau, c'est toujours de la physique. Le gaz qui élève la structure du soufflet est chaud. S'il prend un coup de froid, le gaz, il sera poucrite. Donc le soufflet aussi. Et c'est la cata. Voilà. Donc petite leçon de physique amusante aujourd'hui. Ensuite, ultime astuce, on le sort du four, ce soufflet, et on le sert dans les secondes qui suivent. Tout le monde a intérêt à être prêt. Tout le monde est prêt. C'est impératif. Voilà. Et là, vous allez réussir votre soufflet. Et facilement, parce que là, on en fait beaucoup pour rigoler. Mais en fait, vous faites tout ça. Vous faites exactement tout ce qu'on va dire. Ça va très bien se passer. Le soufflet, finalement, c'est plus une technique de cuisson. J'ai l'impression qu'il y a plein de variantes possibles pour faire un soufflet. On a parlé du soufflet sucré, soufflet salé. Oui. Mais c'est pas facile à dire. Oui, t'as vu. Tu es admirable. Quelles sont les variations possibles ? Alors déjà, pour le soufflet salé, on peut varier le fromage, évidemment. Le soufflet di formaggio italien, aux 4 fromages, va incorporer de la fontine, du bel paese, du parmesan et de l'emmental. Je ne sais pas ce que l'emmental vient faire là, mais pourquoi pas. Donc on peut faire son soufflet au fromage avec du comté, on peut y incorporer du bleu, du morbier, on va mettre de la tome des Bauges, nous, évidemment. Pour faire un soufflet local. Mais bien sûr. Avec du marjaria, de la meule. Mais oui, tout à fait. Alors, on va y mettre bien sûr une pléthore d'herbes aromatiques. On va commencer par l'ail des ours, qui est bien de saison et dont on va reparler très 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 bientôt. On va mettre de la ciboulette, ça c'est un classique, on peut mettre de l'estragon, du basilic, et là on va y incorporer un petit peu de concentré de tomate. Pensez aux épices aussi, la muscade évidemment, dans n'importe quel soufflet, au comté, à l'emmental, etc. La muscade, elle vient souligner. Pensez au cumin, pensez au piment, calor, pour mettre un petit peu de chaleur dans ce soufflet. Piment qui ira bien d'ailleurs dans le soufflet au chocolat. Soit dit en passant. On peut incorporer aussi des purées de légumes. Pensez à la purée de carottes. Voilà une autre manière de recycler la purée de carottes de notre chronique de la semaine dernière. Pensez à la purée de panais qui va donner quelque chose de très doux avec des petites notes de fraîcheur. Pensez à la purée de poireaux. Pensez à vos asperges, aux épinards. Pensez aux courgettes l'été aussi. Courgettes fromage de chèvre d'ailleurs. L'association va être sublime. Donc en fait, c'est un moyen de vider notre frigo. Mais évidemment, très cher. On va mettre avec un peu de stress en cuisson, mais... Après, des fois, s'il se casse la binette et que c'est que entre nous un soir de semaine, c'est pas grave. Ah bon ? Tu penses ? Non, c'est pas très grave. On se pardonne d'avance. Et je suis sûre que ce sera très bon quand même. Et c'est ça. C'est pas parce que c'est moche que c'est pas bon. Alors, ultime variation à vous partager aujourd'hui. On va tester la cuisson vapeur. Parce que finalement, on peut tout cuire à la vapeur. Et oui, et quel intérêt de le cuire à la vapeur ? Intérêt, ça va donner une texture différente, on n'aura pas de croûte, et on aura un moelleux parfaitement homogène. Ça peut être quelque chose de très doudou, de très régressif. Est-ce que c'est plus facile à cuire à la vapeur ? Non, le problème sera le même de l'effondrement de l'architecture, mais voilà, c'était bien tenté. Très bien, alors on vous invite, chers auditeurs, auditrices, à relever le défi du soufflet. Oui, et à nous envoyer vos photos. Et bien sûr, et puis essayez toutes ces recettes formidables que nous a proposées Anne et qui me mettent l'eau à la bouche. Magnifique. La semaine prochaine, tu nous l'as dit, on va parler de l'ail des ours puisque c'est la saison. Il est en train de sortir partout. Et on va vous dire comment le préparer, comment le cuisiner, etc. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anne. Avec bonheur, très cher. Toute belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.